Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Alexandre Tala. Je suis un étudiant en cinquième année qui vient de l'INSA Toulouse. Ma formation est ingénieur en informatique et réseau, en spécialité informatique. Donc mon stage est nommé la réalité augmentée pour faciliter la conception de systèmes agroforestiers. Donc le contexte du stage est donc un contexte d'agroforesterie. Petite définition rapide, l'agroforesterie, ça désigne les pratiques associant arbres, cultures et animaux sur une même parcelle agricole, en bordure ou en plein champ. Dans cette agroforesterie, il y a un choix des arbres et cultures à faire. Et ce choix doit prendre en compte un très grand nombre de facteurs, notamment les compatibilités entre chaque espèce ou l'encombrement spatial des espèces. Aussi, ces choix doivent prendre en compte le contexte pédoclimatique et socio-économique de la parcelle. Actuellement, on fait ça au cours d'ateliers avec des cure-dents et des sucettes, comme on peut voir sur les images. Malheureusement, ces outils sont assez limités. Il est impossible notamment de représenter l'évolution au cours du temps des espèces. Spécifiquement, on ne peut pas voir un arbre pousser. Il est aussi impossible de représenter l'impact paysager, le dimensionnement des espèces, les compétitivités qui peut exister pour l'ombre et les racines et d'autres facteurs. Donc il existe un besoin d'un outil qui permettrait de schématiser toutes ces interactions au cours de l'atelier de manière interactive. Donc, une des pistes proposées par le stage est donc la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est tout simplement la superposition d'éléments calculés par un système informatique en temps réel et de les transposer par-dessus des images réelles. Donc, tout simplement avoir des images virtuelles par-dessus le réel. Cette technologie peut être utilisée sur n'importe quel type d'ordinateur qui a accès à une caméra, par exemple un smartphone ou tout simplement un PC. Du coup, dans le contexte du stage, la réalité augmentée nous permettrait de visualiser différents scénarios de parcelles agroforestières à différents moments dans le temps et également de pouvoir schématiser les interactions entre toutes ces espèces. Donc, nous sommes partis sur une hypothèse de travail en séparant, on a voulu séparer donc cette application en deux sous-parties. Et donc, l'objectif du stage est de créer, avec les technologies de la réalité augmentée, une solution ergonomique capable d'aider un groupe d'experts en agroforesterie à concevoir un système agroforestier. Cette solution, donc, comme je l'ai dit, va se présenter en deux parties, mais supposément, elle doit pouvoir se présenter sous la forme d'une application web multiplateforme, accessible avec n'importe quel type d'appareil qui peut soutenir la réalité augmentée. Donc les deux parties, la première partie, on l'a appelée la partie design, qui est tout simplement la partie l'application qui sera utilisée au cours des ateliers, donc en intérieur. Cette partie-là va utiliser une technologie de la réalité augmentée qui s'appelle le marker based. Le marker based, c'est tout simplement la manière de dire au système où placer les objets virtuels à l'aide de marqueurs. Et la seconde partie, qu'on a nommée la partie restitution, vise à immerger l'expert dans une représentation réaliste de son modèle sur le terrain directement, c'est-à-dire en dehors donc. La technologie ici qu'on a d'abord pensé est ce qu'on appelle la location based. C'est tout simplement une technologie de géolocalisation qui va prendre en compte les coordonnées GPS de l'appareil pour pouvoir replacer les éléments de la scène sur la caméra. Et donc la démarche que j'ai suivie au cours de ce stage est tout d'abord, bien évidemment,
un travail avec Marie pour expliciter les besoins auxquels l'application devra répondre. Une fois que cela est fait, je suis passé sur un travail de bibliographie. Tout d'abord, ça a été un travail sur les techniques d'agroforesterie pour mieux cerner les demandes que l'application va devoir répondre. Car moi, personnellement, je viens d'un milieu informatique, donc j'ai dû un peu étudier l'agroforesterie. Puis, en un second temps, faire une recherche un peu plus poussée bibliographique sur les technologies de la réalité augmentée. Ensuite, une fois que cette recherche bibliographique sur sur les technologies de réalité augmentée a été effectuée, on est arrivé avec une certaine liste d'outils qui pourront être utilisés, de logiciels de réalité augmentée. Donc la partie d'après était donc de faire une comparaison de ces logiciels, le but étant de trouver le meilleur logiciel capable de répondre aux besoins de l'application. Et donc une fois que ces outils ont été choisis, il restait plus qu'à passer dans une phase de développement et tenter de répondre à chacune des fonctions attendues par l'application. Une fois que toutes ces briques de développement sont finies, il ne reste plus qu'à les intégrer dans un seul prototype. Une fois que ce prototype est terminé, on va revenir sur les spécifications pour pouvoir écrire un document plus détaillé dessus. Et enfin, le stage se terminera sur la rédaction d'un rapport. Donc, partie matériel et méthode, la première étape était donc une étude des outils disponibles pour la réalité augmentée. Le premier outil sur lequel on est parti s'appelle AR.js. C'est un outil qui nous a été proposé par Marie. AR.js est une bibliothèque JavaScript pour la réalité augmentée sur le web, avec des fonctionnalités telles que le suivi d'image, le suivi de la localisation et le suivi des marqueurs. AR.js est un projet qui a été d'abord créé par Jérôme Etienne, puis repris et entretenu jusqu'à ce jour par Niccolò Carpignoli. Et donc, à première vue, AR.js répond aux objectifs du stage, dans le sens où il propose une solution de réalité augmentée qui peut être utilisée en tant que solution web. Et donc c'est pour cela que nous sommes un peu plus intéressés sur son environnement. L'environnement d'AR.js se résume à 3 outils. Donc le premier outil s'appelle AR Toolkit, qui est une librairie pour la réalité augmentée, tout simplement. A-Frame, qui est une librairie pour la réalité virtuelle sur le web. Et Sui.js, qui est aussi une librairie pour la réalité virtuelle sur le web, mais qui suit le standard OpenGL. Malgré cette étude centrée sur l'environnement AR.js, nous avons quand même étudié d'autres alternatives. La première de ces alternatives est Wikitude, qui aurait été une alternative à AirToolkit. Pour faire simple, AirToolkit s'occupe essentiellement de la partie réalité augmentée et pas de la partie web, et Wikitude de même. Les deux grandes différences entre AirToolkit et Wikitude sont que déjà AirToolkit est une librairie open source, alors que Wikitude n'en est pas une. Mais AirToolkit avait un grand défaut, c'est que par défaut, il est impossible d'utiliser plusieurs fois le même marqueur sur une scène, alors que Wikitude permet d'utiliser un marqueur plusieurs fois. Malgré tout, le choix a été porté sur AirToolkit pour des raisons pratiques et économiques. La seconde grande comparaison a été entre A-Frame et Sui.js, qui, comme je l'avais dit avant, sont deux librairies de WebVR. Donc, dans le cadre d'AR.js, ils répondent tous les deux à peu près aux mêmes besoins. A-Frame, bien que plus répandu que Sui.js dans l'environnement AR.js,
ne possède pas les fonctions dont on a besoin pour répondre aux objectifs du stage. Notamment, la plus grande de ces fonctions est l'ombre. A-Frame n'est pas capable, dans un contexte de réalité augmentée, de fournir une ombre dynamique, alors que Sui.js, lui, est bien mieux fourni pour ça. Non seulement il est capable de créer une ombre qui se déplace en temps réel, mais en plus il est capable de calculer la position réelle d'un objet sur une scène, et il possède bien d'autres fonctions. Donc le choix a été logiquement porté sur Sui.js ici. Et donc les outils, la liste d'outils qui est préconisée pour créer notre application est donc AR.js, qui est bien une librairie JavaScript pour la réalité augmentée sur le web. AirToolkit, qui est la librairie qui est compatible avec toutes les plateformes, la librairie de open source de réalité augmentée, et Sui.js, qui est la librairie JavaScript qui est utilisée pour créer les scènes 3D. Donc maintenant que nous avions notre liste d'outils, il fallait maintenant faire des tests avec ces outils, voir s'ils pouvaient vraiment répondre à toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Les premiers tests ont été portés sur les marqueurs, marqueurs qui viennent de la technologie marker-based dont j'ai parlé précédemment. Des tests sur comment représenter les végétaux, quel format d'objets 3D utiliser, des tests sur les ombres, ensuite des tests un peu plus techniques sur notamment la portabilité de l'application, si l'application peut être utilisée sur un smartphone et si l'application peut être utilisée sur n'importe quel navigateur, car c'est une application web. Et enfin des tests sur la complexité pour savoir combien d'éléments l'application pouvait afficher. Et donc les résultats de ces tests, donc les premiers tests ont été sur les marqueurs. À savoir que les marqueurs peuvent apporter une première forme de modélisation avant même de parler de réalité augmentée. Donc un marqueur en soi, c'est ce qu'on peut voir sur l'image à droite. Ici, c'est un marqueur P1. Ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement, tel quel. Mais il est possible de créer une image d'un peuplier, par exemple, ou d'écrire peuplier dans le marqueur, pour pouvoir savoir que ce marqueur, dans la scène réelle qu'on peut voir en dessous, ce marqueur correspond à un peuplier, juste par exemple. Ces marqueurs au niveau du système sont définis par un fichier bitmap qu'on peut voir ici, à côté du marqueur. Ce fichier bitmap est une matrice 16/16 qui comporte des valeurs allant de 0 à 255 et représente la partie centrale du marqueur. Et donc les tests qui ont été effectués sur ces marqueurs ont surtout été faits pour définir le degré de liberté dans la création de ce marqueur. Par ça, j'entends à quel point est-ce qu'on peut mettre une image compliquée à l'intérieur de ce marqueur. Malheureusement, il existe un compromis. Il existe un compromis entre la complexité qu'on met au milieu et le fait que le système détecte l'image, car plus l'image au centre sera compliquée et plus le système aura du mal à la détecter. Et d'autres contraintes ont été découvertes à travers ces tests, notamment les conditions d'éclairage de la pièce. Si la pièce est trop illuminée, on risque d'avoir des réflexions sur les marqueurs. Si la pièce est trop sombre, on risque de ne pas voir les marqueurs. Les courbures et pliures sur le papier. Si le marqueur est imprimé sur un papier et que le papier se plie, alors le marqueur perd sa forme et ça rend la détection plus dure. Et aussi le problème d'instantiation multiple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser plusieurs fois le même marqueur sous AirToolkit. Ensuite, des tests ont été réalisés pour la représentation des végétaux, car en fait, A-Frame et Sui.js ne peuvent lire que certains types d'objets 3D, notamment le Collada, le GLB, le GLTF ou l'OBJ. Les représentations des végétaux sont réalisées par mon encadrant de stage, Marc Yeager, qui utilise ces solutions qui viennent d'AMAP. Marc, si tu veux me reprendre, vas-y. Donc c'est lui qui gère toutes ces représentations.
Et donc le choix des formats a été fait en fonction de ce que lui pouvait fournir comme représentation et comme format. Et donc ça s'est arrêté sur le format OBJ et GLTF. Plusieurs tests ont été effectués pour ces deux formats, bien évidemment, pour savoir la limite de ces formats. Par exemple, nous avions un arbre qui avait beaucoup de polygones en OBJ. On voulait savoir s'il était possible d'afficher un objet très lourd, et du coup ça s'est révélé être possible. Ou encore, à l'inverse, on a utilisé comme vous pouvez voir à droite, ce qu'on appelle des imposteurs, qui est en fait juste un plan qui donne l'illusion d'un objet 3D. Et voir pour pouvoir afficher, pour pouvoir rendre la scène la plus simple possible et pouvoir afficher le plus d'objets possible. Ensuite, les prochains tests ont été sur les ombres. Donc les premiers tests qu'on a fait pour les ombres ont été faits sur A-Frame. Malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, sur A-Frame, il est dur, il est même impossible de créer des ombres dynamiques dans le contexte de R.js. Donc ce que nous avions essayé de faire, c'était de faire des copies de l'arbre, de rendre ces copies noires et transparentes et de les plaquer contre le sol pour essayer d'avoir une sorte d'ombre statique. Malheureusement, on peut facilement imaginer que c'est pas vraiment une solution souhaitable, surtout si on doit faire des choses comme comme le volume d'ombrage, le calcul de volume d'ombrage. Et donc c'est pour ça que nous sommes très vite partis sur Sui.js qui est bien plus puissant pour les ombres, comme on peut voir sur ces exemples d'applications qui utilisent les ombres sous Sui.js. Sous Sui.js, il est possible de créer un point de lumière et de le déplacer en temps réel et de voir les ombres évoluer au cours du temps en fonction de la position du point de lumière. Et c'est tout pour les ombres. Ensuite vient le test sur la portabilité. Donc, oui, volume d'ombrage, intégration de l'ombre sur toute la journée. Oui, par calcul de volume d'ombrage, j'entendais donc une intégration, ouais, calcul de la plus ou moins de la moyenne de l'ombre sur toute la journée et toute l'année. Donc sur la portabilité, nous avons fait des tests d'abord sur PC. Sur PC, nous avons testé Chrome, Firefox et Edge. Les trois navigateurs fonctionnaient sans problème. Nous n'avons pas testé d'autres navigateurs comme Opera ou Safari, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas sur ces navigateurs. Ensuite, nous sommes passés sur smartphone et donc nous avons testé Firefox où ça fonctionnait sans problème, Safari sur iPhone où ça fonctionnait pas aussi, Chrome. Sous Chrome, ça fonctionnait, il y a juste eu un petit problème de mise à jour avec iFrame, mais sinon il n'y avait aucun problème. Et le bémol est au moment où on a essayé de tester cette application sur Samsung Internet, qui est le navigateur fourni par Android, nous avons eu plusieurs problèmes de positionnement des objets qui étaient décalés par rapport à leur marqueur, et aussi des gros problèmes de performance. Et nous n'avons pas réussi à régler ce problème sur Samsung Internet. Et donc c'est pour ça que pour des questions d'efficacité, dans la suite de l'étude s'est centrée sur PC majoritairement. Ensuite vint les tests sur la complexité. Tout simplement tester la limite du nombre de modèles qui est affichable sans que l'application s'effondre. Au cours de ces tests, nous avons utilisé un OBJ, donc un arbre assez lourd en nombre de polygones pour vraiment tester les limites. Et nous avons pu placer, comme on peut voir sur cette image, plus d'une trentaine d'arbres.
qui ont pu être affichés sans perte de détection ou de fluidité. Par contre, nous pouvons voir sur ce test que 2 marqueurs ne fonctionnent pas. Mais ça n'a rien à voir avec la complexité. Ça revient en fait en degré de liberté des marqueurs dont j'ai parlé plus tôt. Ici, on peut voir que ce marqueur s'appelle Pine pour pin. Et la seule chose qui différencie ces marqueurs est le petit chiffre en haut à droite. Et pour le système, ce chiffre est trop petit pour pouvoir discerner différents marqueurs de ce type. Et donc, du coup, le système ne les détecte juste pas. Ce qui nous fait conclure que le degré de liberté des marqueurs, qu'il faut vraiment avoir un compromis entre ce que l'humain peut comprendre en lisant un marqueur et ce que la machine arrivera à lire. Une fois que ces tests ont été terminés, j'ai commencé le développement de petites briques de prototypes afin d'arriver vers un prototype final. Les premières briques étaient tout simplement de modifier une scène en temps réel. Grâce à la librairie AR.js, il est facilement possible d'importer n'importe quel script JavaScript qui permet de modifier les modèles déjà présents, notamment une croissance des arbres en temps réel, ou encore tout simplement avoir un soleil dans sa scène qui permet de déplacer les ombres. Tout cela est possible grâce à l'environnement WebGL dans Vue.js. Et en suivant ce même modèle, nous sommes capables de représenter n'importe quelle contrainte biophysique grâce à des modèles géométriques virtuels qui restent à définir. Donc, il reste encore un travail, je dirais, d'ergonomie pour représenter des choses telles que le volume d'ombrage ou la compétition de l'eau et des racines. Ensuite vint la brique se repérer dans les scènes. Tout simplement, il nous faut une sauvegarde de la scène, en fait, qui a pour partie de la partie design de l'application en atelier à la partie restitution en dehors. Il faut que la partie design puisse sauvegarder la scène pour pouvoir tout simplement la restituer. Et donc, pour sauvegarder cette scène, nous avons besoin de créer un repère, car le repère fourni par Vue.js est celui de la caméra. Nous ne pouvons pas créer une scène à partir d'un repère de la caméra, car la caméra doit pouvoir bouger au cours de l'atelier, puisque plusieurs personnes vont potentiellement utiliser plusieurs smartphones. Donc, le but était de créer un repère avec les marqueurs. Donc, grâce aux positions des marqueurs, grâce aux positions de 3 marqueurs par rapport à la caméra, nous sommes capables de créer un plan, de la vraie scène et de tracer la normale à ce plan. Une fois que nous avons la normale, il suffisait de définir un vecteur qui allait du premier marqueur jusqu'au deuxième marqueur, d'avoir le normal, et ensuite de faire le produit vectoriel de ces 2 marqueurs pour avoir le troisième marqueur. Et nous finissions avec le trièdre qui nous permettrait de définir le repère du plan. Grâce au protocole fourni par Vue.js et AirToolkit, on a même été capable de réduire le nombre de marqueurs à un seul marqueur pour ce repère. Et donc, grâce à ce repère, nous sommes capables de placer n'importe quel élément de la scène, ici c'est un arbre, n'importe quel élément de la scène par rapport à ce marqueur, et d'ensuite enregistrer ses positions ainsi que le modèle, d'enregistrer tout ça sur un fichier qui pourra être utilisé dans des applications externes du type j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà. Et donc, conclusion. Oui, Sketch 3D, merci. Exemple Sketch 3D, pardon.
Et donc, en conclusion, on peut dire que la réalité augmentée peut grandement contribuer à rendre les ateliers plus interactifs. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans le stage est que nous avons des outils qui ont été identifiés, notamment AirToolkit, Wikitude, A-Frame, Sui.js et autres. Des outils qui ont été préconisés, donc AirToolkit, A-Frame et AirToolkit, Sui.js et R.js. Aujourd'hui, nous sommes capables d'afficher un grand nombre d'espèces à différents âges en temps réel, et nous sommes capables d'afficher les ombres et de définir un repère. Ce qu'il reste à faire dans le cadre du stage est donc de finir l'intégration, c'est-à-dire de prendre tous ces blocs que j'ai décrits plus tôt et d'en faire un grand prototype final, de rédiger un document de spécification qui sera qui sera les fonctionnalités dont l'application doit pouvoir faire, mais dans un format un peu plus détaillé. Et enfin, de rédiger le rapport de stage. Et donc, les perspectives qui restent après ce stage, déjà, une thèse fera suite à ce stage pour pouvoir un peu plus développer cette application. La thèse pourra pousser davantage sur la partie restitution, car vous l'avez sûrement remarqué, j'ai surtout parlé de la partie design au cours de cette présentation. La partie restitution, je n'ai pas pu trop travailler dessus, à part manque de temps. Nous pourrons aussi, enfin, dans la thèse, représenter les interactions entre les arbres et les cultures, autres que l'ombre à un moment ponctuel, grâce à des objets virtuels qui seront adaptés à ce que l'on veut représenter. Donc encore une fois, le volume d'ombrage, la compétition pour l'eau, etc. Et enfin, ce qui serait intéressant pour la représentation des végétaux, c'est de créer des outils automatisés qui sont capables de créer n'importe quel arbre en temps réel, c'est-à-dire au cours de l'atelier. Par exemple, si au cours d'un atelier, nous avons besoin d'un pommier et qu'on n'a pas de pommier dans la base de données, ce serait intéressant d'avoir un outil capable de créer un pommier très simplement. Et voilà qui conclut ma présentation. Oui, d'accord, merci. Merci, c'était très clair. C'est clair en tout cas même pour moi qui ne suis pas spécialiste spécialement même de ces outils-là. Alors, est-ce qu'il y a des premières réactions, des questions? Delphine, tu peux prendre la parole si tu veux. Oui. Là, c'est juste, en fait, j'ai plusieurs questions, mais la première, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Ouais. La première question, c'est juste sur la fin, je rebondis sur ce que tu as dit à la fin, que dans les perspectives, l'idée serait de créer un outil qui puisse permettre de créer n'importe quelle espèce, enfin, nouvelle espèce dont on a besoin pendant l'atelier. Et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux, si ce ne serait pas plus économique, en fait, de travailler plutôt sur des idéotypes d'espèces. Enfin, des espèces de morpho-espèces où en fait on travaille plutôt sur les traits fonctionnels des espèces plutôt que sur les espèces elles-mêmes. Donc en fait on a des types, Oui. un pommier finalement, un pommier abricotier, poirier, donc c'est pas les mêmes espèces mais c'est à la même tête quoi. Oui, oui. En fait, nous avons eu un atelier type au mois de juillet, au début de mois, un atelier type où cette même question est ressortie, où est-ce que ce serait possible de créer une sorte de comment dire, de silhouette d'espèces. Et effectivement, ce serait vraiment, en fait, au final, la représentation d'un végétal, ça peut être à peu près ce que l'on veut. Arrête-moi, Marc, si je dis n'importe quoi. Mais on serait effectivement capable de faire des représentations d'espèces types, comme vous le décrivez. Quand je disais de créer n'importe quel végétaux, je donnais pas, je disais, j'essayais pas de dire un végétal
spécifique. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais en gros, on peut faire les deux, quoi. Oui, en complément, merci de déjà pour la présentation, Alexandre, qui était très claire. Et de la réponse que tu as formulée, en fait, la difficulté de la représentation de la maquette est de savoir quelle est sa finalité. Si la finalité est d'avoir un réalisme en termes par exemple, de biomasse, de volume, etc., il faudrait mieux, c'est ce qu'on a fait ici, partir sur des maquettes qui sont le résultat d'outils de simulation qui sont déjà assez lourds et assez complexes, basés sur des mesures et puis des connaissances agronomiques accumulées depuis 20 à 30 ans. La difficulté avec des traits fonctionnels, c'est que, à ma connaissance, il n'y a aucun outil qui permet de générer une plante en 2D ou en 3D avec une représentation géométrique sur la simple base des traits fonctionnels. Et qui plus est, je ne sais pas quelle sera la validité des calculs que l'on pourra effectuer sur le calcul d'ombrage ou sur les calculs de contrainte uniquement sur une base de traits fonctionnels. Par contre, ce qui me semble réaliste, c'est à partir de maquettes existantes, peut-être de créer des silhouettes ou identifier des ports qui soient caractéristiques pour pouvoir les utiliser comme représentants de certaines géométries. Et pour compléter, une des idées qui est sortie de la réunion qu'on avait eue au mois de juin, c'était aussi qu'on pouvait avoir en fait une conception du système en 2 étapes, avec possibilité de switcher d'une à l'autre. D'abord, comme tu dis, Delphine, une représentation en fait de type d'arbre sur des traits, mais des traits très simples, du genre est-ce qu'on a une espèce basse et couvrante ou est-ce qu'on a une espèce haute et élancée. Et puis ensuite, dans une deuxième étape, instancier qu'on comprendrait au début par des espèces de sucettes, des ellipsoïdes avec des troncs, et qu'on instancierait ensuite avec une espèce particulière et donc une représentation plus réaliste une fois qu'on a choisi l'espèce particulière. Et donc pouvoir passer d'une représentation à l'autre au cours de l'atelier. On n'a pas encore vu comment on allait faire informatiquement, mais c'est une idée qui était ressortie en fait. J'ai une autre question, je ne sais pas, je vais peut-être laisser d'autres gens parler aussi avant. Bah, écoute, Bon, bah, du coup, ouais. Mais du coup, c'est peut-être un pavé dans la mare, mais en fait, je m'interrogeais dans des ateliers de conception que j'avais vus. En fait, après l'atelier de conception, ils avaient réalisé des espèces d'esquisses, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des trucs avec des petits logiciels, genre SketchUp, des trucs comme ça, de représentation 3D. Et en fait, je me demande si, là, on cherche, j'ai l'impression qu'on cherchait l'interactivité, mais peut-être qu'on pourrait imaginer des ateliers en 2 temps avec des ateliers où on produit plein de scénarios, plein de types de parcelles différentes. Et puis après, on se sert d'outils de logiciels d'architecte, par exemple, qui représentent déjà l'ombre portée, l'ombre en dynamique. Et revenir après lors d'un deuxième atelier pour regarder finalement ce que ça donne et réajuster tout ça. Finalement, du coup, je m'interroge sur la plus-value de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, pardon, par rapport à des logiciels d'architectes ou de paysagistes qui simulent déjà les ombres en dynamique. Et où en plus, on a déjà des représentations d'arbres. Alors, j'ai 2 éléments de réponse. Le premier, désolé Alexandre, peut-être que je te prends de vitesse, mais en fait, je pense que ça concerne plutôt l'organisation générale. Le premier point, c'est que quand on fait des va-et-vient entre différents outils, on rajoute de la complexité, on rajoute quand même Donc, je suis persuadé que si utiliser Sketch 3D juste pour représenter l'ombre,
c'est pas une plus-value énorme. Alors que ça pourrait très bien être intégré directement au niveau de l'atelier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que de toute façon, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, même si vous utilisez Sketch 3D, ce n'est pas un outil qui est utilisé par les architectes pour faire la représentation réaliste, hein, c'est-à-dire le calcul d'ombrage, mais au contraire, plutôt faire la présentation et des esquisses. Les parties 3D sont faites du rendu, etc., offline, qui prend souvent pas mal de temps. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien être réalisé avec des outils adéquats, mais ça sous-entend également qu'on a des représentations réalistes des maquettes, ce que vous n'avez pas forcément. Donc, de toute façon, il faudra ces maquettes. Et dernier point, en fait, ça ne résoudra pas le problème de la restitution in live. C'est-à-dire que entre le design du système et son instantiation dans un champ, il va falloir gérer tous les cas particuliers, ce qui se passe en bordure, ce qui se passe, et puis dupliquer en fait le pattern, ou ce que vous appelez les unités fonctionnelles. Marie, tu me corriges. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, c'est vraiment un autre aspect à développer et qui est totalement indépendant du design. Et je pense intégrer dans le design immédiatement des contraintes telles que l'ombrage sans faire appel à des tas d'outils externes, je pense que c'est réellement un plus. En fait, si je peux compléter, tu l'as dit, Delphine, la première chose que tu as dit, c'est, il me semble que c'est pour augmenter l'interactivité. Bah oui, c'est ça exactement en fait. C'est de permettre d'avoir une visualisation immédiate. On bouge le marqueur avec notre petite main. Donc on interagit sur la maquette et immédiatement on a une visualisation des choses qui nous intéressent. Alors pour l'instant, ce qui nous intéresse, enfin ce sur quoi on est en train de travailler, c'est juste l'ombre. Mais en fait, après, l'idée, c'est de coupler avec différentes choses, peut-être éventuellement des résultats de simulations complexes, par exemple avec iSafe ou autre, qui nous permettraient de prédire un certain nombre de variables d'intérêt, de genre la productivité des cultures ou autre. Et donc, on bouge notre marqueur et immédiatement, on a visualisé directement sur la maquette le résultat d'un calcul. Et c'est pas, on fait une maquette en espérant qu'elle soit bien, et puis quelqu'un passe des heures après à faire des simulations, et ensuite, au bout de 2 semaines, on a un résultat. Donc, c'est vrai, pour moi, la plus-value, la première plus-value, c'est l'interactivité du système. Et donc, la question de Fabienne, est-ce que ça pourrait être couplé à des modèles? Bah oui, exactement. En fait, c'est l'objectif de la thèse, c'est de finalement travailler sur les couplages aussi avec d'autres modèles. Alors moi, je ne pensais pas au modèle d'épidémiologie, mais je pensais plutôt au modèle de culture, mais pourquoi pas des modèles épidémiologiques si on a des modèles qui ont des variables d'entrée qui correspondent aux choses qu'on est en train de designer. Parce que Marie, j'ai une question supplémentaire. C'est, par exemple, iSafe, il n'a pas déjà des modules de croissance de l'arbre ou de... Si, tout à fait. Oui, voilà, donc c'est bien de... Le problème de iSafe, c'est que c'est un gros modèle qui ne calibrera pas en temps réel toutes nos interactions. Donc, on ne pourra pas bouger un marqueur et avoir en temps réel l'effet que ça a sur les cultures à côté, parce que pour faire tourner iSafe sur un cycle de croissance de l'arbre sur 40 ans, il faut 1 heure. Et donc, on ne va pas bouger notre petit marqueur, attendre 1 heure et revenir. Par contre, ce qu'on pourrait avoir, c'est des simulations qui ont déjà été tournées avec iSafe et ensuite un métamodèle qui dit si la densité d'arbres est de temps, on peut s'attendre à un tel effet sur les cultures. Et ça, ce serait ça qui serait représenté ensuite en réalité augmentée. Il y avait une question
de Bruno Rapidel sur l'équilibre, j'imagine, pour le travail futur, on parle effectivement de la thèse, entre le développement informatique et l'utilisation d'outils. Il est tout à fait clair que ce qu'a fait Alexandre, c'est de définir les briques que l'on doit mobiliser ou que l'on peut mobiliser pour développer une telle application. Mais on est quand même assez loin d'un outil. Simplement, on a la possibilité de faire une démo et de montrer le potentiel de l'approche. Maintenant, il faut instruire cette approche et donc il y a un travail assez considérable en développement, mais ce travail s'appuie beaucoup sur les interactions avec les gens qui développent les ateliers, de telle manière à pouvoir bien utiliser l'ontologie qui est développée dans ces ateliers, à répondre aux diverses méthodes qui permettent qui rentrent en jeu dans la constitution de ces ateliers. Et l'utilisation, en fait, elle est prise en compte dès le développement, avec vraisemblablement des tests au fur et à mesure du développement. Par contre, l'évaluation d'un outil qui serait relativement finalisé, c'est plutôt un travail qui s'inscrira à moyen long terme, avec son impact sur le design lui-même. Mais il faut le voir un petit peu, en informatique, on appelle ça du développement agile, c'est-à-dire du développement qui est très modulaire et qui progresse à fur et à mesure que les interactions avec les utilisateurs s'accroissent. Oui, c'était ça ma question, c'est-à-dire que la conclusion d'Alexandre dans son avant-dernière diapositive, je crois, c'est en gros la conclusion à laquelle vous voudriez arriver à la fin de la thèse. Oui, vraisemblablement, oui. Que la oui, réalité augmentée permet Alors, par contre, je pense que la grande avancée, c'est qu'au démarrage de ce travail, on pouvait être relativement sceptique, vu la complexité à la fois des objets qu'on manipule, le nombre d'objets, le niveau d'interaction, et ça, c'est tout l'avantage du travail effectué par Alexandre, c'est de montrer que réellement, ce n'est pas une idée farfelue et que technologiquement, ça tient la route. Maintenant, il y a un travail considérable à faire en modélisation, en intégration des connaissances induites que les gens ont dans la conception des systèmes agroforestiers. Et avec une ligne de mire qui est encore un peu plus ambitieuse, c'est de pouvoir faire le pont entre ces connaissances et cette expertise et puis les modèles mécanistes tels que HiSafe. Parce qu'en fait, ça ne me semble pas réaliste de développer ce genre d'application en ayant un supercalculateur derrière qui effectue vraiment des calculs mécanistes compliqués. D'où l'idée, effectivement, oui, c'est ce que de pouvoir exploiter des métamodèles. Voilà. Ensuite, je pense que cet exemple, je pense qu'à court terme, on peut montrer cette illustration comme un outil qui facilite le dialogue et qui permet d'accroître le potentiel d'interaction des acteurs dans le design. Est-ce que vous vous êtes posé la question de comment vous allez tester cette hypothèse? Tu peux, Alexandre, on voit encore l'écran, là, tu peux passer sur ta dernière diapo, là, ou ton avant-dernière. Voilà, conclusion. L'ARA peut contribuer à rendre les ateliers plus interactifs. Mine de rien, tester cette hypothèse-là, c'est super complexe parce que vous allez travailler, j'imagine, avec des acteurs qui vont être relativement stables, un peu les mêmes pour voir comment progresse le prototype, machin, etc. Et vous ne serez jamais capable de faire la preuve du concept, c'est-à-dire de dire c'est parce que ça fait 2 ans qu'on travaille avec les mêmes acteurs que finalement le design est bien meilleur, ou c'est parce qu'on a un outil génial que le design est bien meilleur. Ça sera toujours confondu, me semble-t-il, non? L'idée, c'est de soumettre également… Est-ce que vous avez vraiment un protocole de test de l'hypothèse? Non, on n'aura pas de test de cette hypothèse-là, à part de demander aux gens, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, en fait? Enfin, moi, pour l'instant, c'est ce que je vois. Je ne vois pas une thèse en sciences sociales sur
l'impact sur le déroulement des ateliers de l'introduction d'un nouvel outil numérique. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en sera à proposer un outil qui réponde aux besoins des acteurs, parce que développer de façon agile, comme disait Marc, où on va ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure que les besoins s'en font sentir, et ensuite voir si on répond bien aux besoins des acteurs. Mais on ne va pas tester cette hypothèse. Cette hypothèse, elle va être testée de façon subjective. Alors, par contre, l'idée, c'est quand même d'impliquer les ateliers existants dans cette dynamique, mais également de proposer, donc on a discuté avec la chaire agrotique de Supagro, et de pouvoir soumettre, disons, aux critiques des étudiants cet outil, de telle manière à confronter l'outil à je ne veux pas dire de futurs experts au moins, mais avec des gens qui soient en mesure de critiquer et lui dire bon, ben, ça c'est trop lourd, ça c'est pas ergonomique, du moins sur le côté ergonomique. Et donc c'est pour ça qu'on associe également ce développement à des gens comme Guillaume Brunel pour nous aider un petit peu à soumettre l'outil à des critiques. D'accord. Alors on est conscient qu'on est sur quelque chose qui est tout à fait qui est innovant, dans un domaine d'application innovant, et donc je pense que l'une des difficultés, ça va être de prioriser les développements, parce qu'on peut partir très vite et s'enfoncer un peu très rapidement dans la technologie sans forcément aller à l'essentiel. Alors, je vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que... Ah, oui. Est-ce que vous vouliez aborder un dernier point, ou sinon après on peut continuer les échanges informels avec Marie ou avec Marc, etc. Mais... Non, personne ne veut intervenir? Bon. Et juste un petit point pratique, ce sera bien lorsque vous aurez sauvegardé l'enregistrement, fournir, le mettre sur le web. Oui, je vais envoyer ça par mail à Marie, à vous, et voilà, ça sera. Je vous laisse les transmettre aux personnes intéressées. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Ouais. Merci à Marie pour l'idée, et puis merci c'est Audrey, c'est ça? Oui, c'est pour la logistique. Pour la logistique. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à faire des propositions. Je parle à ceux de l'équipe système si vous avez des idées pour les prochains cafés des sciences. Et aussi pour information, en tout cas, le diaporama sera disponible sur l'espace Alfresco de l'unité. D'accord. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.